société et politique. Dans ce contexte et dans le cadre du rapport donc annexé à la loi, il est dit que l'ANR consacrera 1% de son budget à la CSTI, donc au travers de différentes actions dédiées. Et c'est d'ailleurs inscrit dans notre futur contrat d'objectifs et de performance qui va couvrir la période 2021-2025, puisqu'il y a une part importante de ce contrat d'objectifs qui sera signé dans quelques jours, qui sera consacré donc à la CST. Charlotte, s'il te plaît. Alors, un AMI, pourquoi d'abord un AMI et pourquoi ne pas avoir lancé initialement un appel à projet directement? Eh bien, les objectifs, comme je viens de le dire, c'est de développer des outils et des dispositifs innovants, des approches transdisciplinaires, une chance plus ouverte, d'impliquer le citoyen, sans S, bien entendu, structurer l'action au niveau national et accroître la compétitivité. Ça, c'est la loi. Alors, le rôle de l'ANR dans tout ça, eh bien, c'est bien entendu d'accompagner les acteurs de la CSTI et de la médiation. Nous n'avons pas l'ambition de nous substituer aux acteurs de la CSTI et de la médiation. Nous sommes là pour vous accompagner. Les universités en particulier ont une mission sur la CSTI et la médiation. Il n'est pas question pour l'ANR de se substituer aux missions des opérateurs de recherche. Et donc, notre rôle, c'est d'accompagner ces acteurs. Notre rôle, c'est aussi d'écouter et d'entendre vos attentes, vos besoins, pour essayer justement, finalement, de construire les meilleures actions possibles, en structurant cette action, en favorisant l'ambition et en passant probablement de l'individuel au collectif. Et puis l'ANR, outre ses rôles d'accompagnement, d'écoute et d'attention, de structuration, pourra aussi participer à vos côtés, donc au travers de notre mission Impact. Vous savez que l'ANR a un certain nombre de missions et nous avons une mission qui a été donc ajoutée par le décret de 2014, donc qui modifiait le décret de création de l'ANR, donc une mission d'évaluation ex post de l'impact des financements opérés par l'ANR sur la production scientifique nationale et plus généralement quel est de définir l'impact en fait de ces projets que nous finançons tous les ans. Alors, ce que je tiens à dire au départ, c'est que aussi, c'est que je pense que l'ensemble de l'action que nous pouvons mener ensemble et que l'ANR pourra mener à vos côtés doit revêtir une dimension éthique au sens large du terme. Je rappellerai simplement la phrase de Rabelais qu'il n'y a pas de science sans conscience. Et c'est important aujourd'hui, à notre sens, de réconcilier science, recherche, société, de trier le vrai du faux en renforçant l'esprit scientifique et l'esprit critique. Et ça n'est pas la crise sanitaire que nous vivons depuis maintenant plus d'un an qui me fera dire le contraire. On a vu depuis un an le vrai, le faux. On a vu aussi la défiance qu'il faudrait aujourd'hui remplacer par la confiance. Hein, je citerai par exemple la défiance vis-à-vis du dernier vaccin AstraZeneca, par exemple. Euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, comment nous pouvons ensemble eh bien, renforcer cet esprit scientifique et cet esprit critique. Globalement, c'est réconcilier les capacités scientifiques donc, qui sont présentes sur le territoire national et l'acceptabilité sociale de la science et de la recherche d'une façon générale. Et quand je parle d'acceptabilité sociale ou de renforcement des capacités scientifiques, bien entendu, c'est aussi à destination des plus jeunes, à destination des scolaires, à destination du secondaire. C'est à ce moment-là qu'on sera capable de favoriser donc la culture scientifique, technique et industrielle. Et puis le dernier point, peut-être aussi par rapport aux engagements que prône l'ANR, c'est d'identifier les biais et de lutter contre un certain nombre de discriminations qui pourraient aussi donc est induite par la science ou mal comprise lorsque l'on fait de la science. Donc nous avons des engagements au niveau de l'ANR sur
Donc, favoriser une recherche intègre, efficiente et responsable. Et dans ce contexte-là, je pense que la grande dimension éthique est quelque chose d'extrêmement important. Si j'en reviens à l'AMI maintenant, merci Charlotte de passer la diapositive. Donc les thématiques de l'AMI sont résumées sur ce transparent, hein, vous les avez vues sur l'appel qui est sur notre site internet. Compréhension d'un phénomène sociétal et de ses dysfonctionnements, ça c'est un objectif. Et vous voyez que nous avions bien noté confiance, défiance envers la parole scientifique, le désordre informationnel, les théories complotistes, la connaissance réflexive, l'évaluation des pratiques et la mesure d'impact des dispositifs, c'est aussi important de mettre en place des dispositifs qui soient efficaces, donc en termes de médiation et de communication scientifique à destination de tous les publics, hein, j'entends bien de tous les publics, ça va aller de l'élève de primaire ou de secondaire jusqu'aux citoyens, jusqu'aux organisations, aux associations, aux fondations qui pratiquent aussi cette médiation, cette communication scientifique. C'est de créer des partenariats innovants, donc d'inciter en fait une recherche participative dans le cadre donc des thématiques de cette AMI. C'est d'avoir aussi une expertise scientifique, comment l'expertise scientifique que l'on voit aujourd'hui dans tous les médias peut venir en appui de la décision publique. Et ça, c'est une véritable question, vous en conviendrez avec moi. Et puis enfin, c'est de trouver des solutions innovantes. J'ai mis en bas une petite remarque, l'importance de la place et de l'utilisation du numérique, par exemple, dans les outils de médiation ou de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. Donc, passer du numérique, on revient sur celle d'avant, s'il te plaît. Passer donc les outils numériques, le présentiel. Aujourd'hui, nous sommes en visioconférence. On a depuis un an donc pu expérimenter tous ces enjeux de la visioconférence, du télétravail, etc., etc. Et ça, c'est vraiment important de regarder comment nous allons pouvoir adapter l'ensemble des outils. Et je pense que le numérique est quelque chose a une place majeure dans l'ensemble des dispositifs que nous pourrions mettre ensemble en place. Bien entendu, on rappelle aussi les fausses informations, renforcer le lien entre le scientifique et le décideur public, avec donc essayer de voir comment on peut lutter contre ce que l'on appelle classiquement les fake news. On passe à la suivante. Merci. Donc, l'AMI, donc, ce sera une première étape. Cette AMI, donc, c'est le recueil de besoins et d'attentes. Ça va se faire jusqu'au 30 mars 2021 via donc, ce que nous avons publié sur notre site. L'objectif, c'est d'établir une cartographie exhaustive. J'aime à dire qu'il s'agit de dresser ou de planter l'arbre des possibles et du réalisable. Qu'est-ce qu'il est attendu, qu'est-ce qu'il est souhaitable de faire et qu'est-ce que nous allons pouvoir faire, pas, mais dans un temps long. Excusez-moi, c'est mon téléphone que j'avais oublié de débrancher. Je le dis à mes étudiants classiquement, mais donc excusez-moi. Donc, établir une cartographie exhaustive, un arbre des possibles et des réalisables, ce qui va se faire puisque la LPR va se dérouler sur plusieurs années, va se déployer sur plusieurs années, eh bien, c'est ce qu'on va pouvoir faire cette année, en 2021, et dans un temps un peu plus long. C'est aussi, donc, l'AMI, c'est aussi l'occasion, ce sera aussi l'occasion de partager avec tous, donc au travers d'ateliers de restitution, une fois que nous aurons établi la cartographie, donc des ateliers de restitution et d'échange qui auront lieu donc probablement dans la deuxième quinzaine de mai. On vous tiendra informé via notre site internet et via les réseaux sociaux sur le déroulement de ces ateliers de restitution et d'échange qui viseront à définir les actions à entreprendre, dont la première sera un premier appel à projet en juin 2021.
Donc, sur une partie au moins des thématiques qui sont déclinées dans l'AMI. Et puis plus tard, ça sera donc après ce premier appel à projet dédié en juin 2021, qui sera certainement suivi d'autres appels à projets. Nous déployons aussi un dispositif pour cette année en 3 temps. Donc l'appel à projet qui suivra l'AMI, un appel ensuite à destination des porteurs de projets qui ont été financés, donc dont les projets ont commencé en 2018-2019 en particulier. Donc un appel à projet destiné là spécifiquement aux scientifiques qui sont aujourd'hui financés par l'ANR. Donc cet appel sera lancé fin mai, début juin également. Et puis, nous avons commandé un rapport sur les sciences participatives, dont la livraison est prévue en septembre 2021. Et nous prévoyons donc finalement, pour clôturer cette année 2021, un appel à projet plutôt destiné à couvrir le domaine des sciences participatives. Voilà un petit peu pour la présentation générale. Donc, nous allons passer maintenant donc, à vos questions. J'ai déjà essayé de répondre au travers de tous les mails qui m'ont été envoyés à un certain nombre de questions, mais c'est peut-être l'occasion aujourd'hui de préciser un certain nombre de choses, telles que qui peut répondre à l'AMI, quel sera le contour du futur appel à projet, la notion d'éligibilité. J'ai eu de nombreuses questions sur l'éligibilité, sur quels seront les contours ou la physionomie des futurs appels à projets et des projets eux-mêmes qui seront déposés dans le cadre de ces appels à projets. Est-ce que ce seront des projets individuels, des projets collectifs, des projets d'établissement? Quel est le mode de financement? Les publics ciblés? Et je passe évidemment sur toutes les questions que vous allez pouvoir me poser dans un instant. Bien, je vous remercie pour l'attention que vous avez portée donc à ces quelques planches de présentation et nous allons passer immédiatement donc à la série de questions-réponses. Très bien, on a déjà beaucoup de Oui, questions. je pense, Donc, oui. une Voilà. première. Dans notre lettre d'intention, présentons-nous nos dispositifs recherche, projets collaboratifs de recherche participative existants et qui valorisent nos capacités à traiter ces enjeux et nos méthodes, ou bien développons-nous une intention sur un nouveau projet et des partenariats à construire? Alors, je dirais que donc sur l'AMI et les réponses que j'ai déjà faites à un certain nombre d'entre vous, aujourd'hui, comme je vous le disais, si on revient sur la diapositive précédente, s'il te plaît, Charlotte. Voilà, l'objectif, c'est bien de recueillir les besoins et les attentes. Les besoins que vous avez et les attentes que vous avez vis-à-vis de l'ANR, qui, je le rappelle, est l'agence de toutes les sciences et de la science de la médiation, bien entendu aussi. Donc là, aujourd'hui, tous les dispositifs que vous avez déjà en place, là, ça nous intéresse de savoir ce qui est fait, ce qui est en route, pour pouvoir voir comment on peut aller plutôt vers quelque chose d'innovant. La loi le dit bien, c'est recherche de solutions innovantes et participatives. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir dresser pour nous aujourd'hui. L'idée aujourd'hui pour nous, c'est bien de pouvoir dresser un bilan de ce qui est fait, une cartographie, et de voir ce dont vous avez besoin et donc vers quoi vous voulez aller. Étant entendu qu'aujourd'hui, les établissements, et en particulier les universités, ont cette mission de CSTI, hein, comme je le rappelais dans mon introduction. Donc, je pense qu'on est plutôt vers qu'est-ce que vous souhaitez pouvoir développer et quels sont les moyens dont vous souhaitez pouvoir disposer pour pouvoir développer un certain nombre de projets, d'actions pour développer la CSTI et dans le cadre de la médiation. Donc, je dirais que dans la lettre d'intention, un petit bilan et qu'est-ce que je veux faire plus tard. Étant entendu que je dis toujours que le collaboratif, c'est pas simplement faire du 1 plus 1 égale 2, c'est surtout et avant tout faire du 1 plus 1 égale 3. Comment construire, comment fédérer, comment peut-être structurer un certain nombre d'actions. Donc, à mon sens, je pense que
finalement, on est sur un petit peu le bilan de ce que vous faites, mais plutôt court, et plutôt ce que vous voudriez entreprendre et quels sont les moyens dont vous auriez besoin pour entreprendre ces nouvelles actions innovantes. Très bien. Ensuite, on a des questions sur l'étude sur les sciences participatives. Qui réalise ce rapport? Alors, Euh, actuellement, nous avons un responsable scientifique qui est, donc est en charge de réaliser ce parangonnage, ou ce benchmark, si vous préférez, sur les sciences participatives. Donc, on a un premier rapport. Il y a aussi des travaux de l'inspection générale qui sont en cours sur les sciences participatives également. Donc, on va, là, sur les sciences participatives, ce que je dirais, c'est que là, nous, on est en train de faire ce benchmark pour essayer de voir ce qui se fait. Donc, vous serez probablement contacté par donc, Lionel Obadia, qui est en charge de ce sujet. Derrière, on fera également un atelier, probablement un webinaire sur les, je dirais, les tenants et les aboutissants des sciences participatives. Donc, on devrait pouvoir faire ça en septembre, hein, c'est ce que je vous ai noté là, donc à la suite du rapport. Et de la même façon que ce que nous faisons aujourd'hui avec l'AMI, il y aura peut-être un AMI complémentaire sur les sciences participatives spécifiquement. Et là encore, la définition de la cartographie, enfin le dressage de la cartographie, d'une part, et d'autre part, la définition des besoins et attentes dans le domaine des sciences participatives. Y a-t-il des thématiques ciblées? Culture, patrimoine, mécanique, industrie, informatique? Ou est-ce que Non, toutes les thématiques CNU sont envisageables? tout est envisageable. L'idée est sincèrement, quand donc nous avons discuté avec notre ministère de tutelle, donc le MESRI, qui est très impliqué dans la CSTI et qui est très volontaire sur cette nouvelle politique et sur le développement de la CSTI et de la médiation scientifique, ils nous ont dit bah, il faudrait lancer un appel à projet assez rapidement. On leur a dit oui, mais alors sur quoi? Ça, c'était vraiment la question. Et c'est pour ça que nous avons proposé de finalement faire un appel à manifestation d'intérêt, comme je le disais, pour définir l'arbre des possibles et ce qui sera réalisable. L'action va se faire dans le temps moyen ou dans le temps long, c'est-à-dire le temps de la LPR, hein, qui va durer entre 7 et 10 ans. Donc on est vraiment sur le temps long. Là, aujourd'hui, il n'y a pas d'exclusif. L'objectif que nous avons, c'est vraiment de dresser une cartographie complète, en fait, de ce qui se fait aujourd'hui, des initiatives qui sont en gestation, des idées qui sont également en gestation, et donc il n'y a pas de thématique spécifique. En fonction de cette cartographie, en fonction aussi des moyens financiers qu'on pourra consacrer de façon annuelle donc à ces appels à projets, évidemment, on fera peut-être pas tout du jour au lendemain, on fera peut-être pas tout en 2021, mais on va essayer à la suite en fait des restitutions des échanges que nous aurons avec vous, essayer de dresser une feuille de route sur le développement et de la CSTI et de la médiation donc au niveau national. Donc pas d'exclusive aujourd'hui, surtout ne vous censurez pas dans vos lettres d'intention. Nous souhaitons avoir la cartographie exhaustive, pouvoir essayer de dresser cette cartographie exhaustive. Derrière, on verra ce qui est possible et on verra surtout ce qui est réalisable en 2021 et en 2022. Donc, je vous dis, on s'inscrit dans un temps moyen terme ou d'un temps long terme. On ne pourra pas tout faire en 2021 ni en 2022, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer d'initier un maximum de choses, puis aussi d'initier les collaborations, le participatif. Aujourd'hui, il y a énormément je dirais, d'initiatives qui sont peut-être, on va qualifier ça de locales, ou qui sont, je dirais, localisées à un endroit précis, dans un établissement, etc. Peut-être qu'il faut passer à un niveau supérieur, c'est-à-dire avoir des initiatives nationales. On a aussi, on travaille, vous le savez probablement, avec les régions de France. Et donc, les acteurs régionaux sont aussi extrêmement
je dirais, friands de cette information, de cette médiation scientifique pour construire leur politique régionale. Donc on a aussi envie et le souhait de pouvoir travailler avec nos partenaires régionaux avec lesquels nous travaillons déjà aujourd'hui dans un certain nombre de domaines. Est-ce que participer à cette AMI donne la possibilité de participer aux futurs AAP ou pas forcément? Il n'y a pas, là encore, il n'y a pas d'exclusive. Je vous ai dit, l'objectif de la cartographie, c'est de pouvoir voir ce qu'on devra faire dans l'avenir. Plus vous nous donnerez vos idées, et bien entendu, on peut garder d'ailleurs ces idées de façon confidentielle si vous le souhaitez, plus il y aura d'intention, plus cette cartographie sera exhaustive. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir répondu à l'AMI pour pouvoir participer aux futurs appels ou aux futurs appels à projets. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas participé qu'on ne pourra pas participer aux appels à projets. L'AMI, on est vraiment sur la manifestation d'intérêt et sur la définition du besoin et des attentes que vous avez les uns et les autres. Les réponses à excusez-moi. Les réponses à l'AMI seront probablement très spécifiques. Est-ce que les appels à projets en juin seront aussi spécifiques? Alors ça, je ne peux pas vous dire. Ça va dépendre un petit peu des ateliers, enfin des résultats que nous allons faire sur les ateliers de restitution et d'échange. L'idée, nous serons accompagnés bien entendu par notre ministère de tutelle dans ce domaine. L'idée sera de voir qu'est-ce qui est important de faire en 2021, ce qui pourra se continuer en 2022, etc. Je pense qu'on ne pourra pas faire un appel tout azimut dès 2021 parce que déjà, je pense que le nombre d'initiatives vont être extrêmement importants et finalement, il faudra peut-être circonscrire un petit peu le champ du premier appel. La question sera quelles sont, et la question qu'on vous posera d'ailleurs au mois de juin, hein, c'est quelles sont les actions à entreprendre dès aujourd'hui pour structurer, pour fédérer, pour aller plus loin dans l'innovation et dans le développement de la culture scientifique, technique et industrielle. Est-ce qu'une université peut déposer plusieurs projets? Oui, il n'y a pas enfin, plusieurs intentions aujourd'hui, oui. Alors, sur les contours de l'appel à projet, je le disais tout à l'heure, l'éligibilité des structures, est-ce que ça sera des chercheurs? Mais vous voyez, je vous ai dit, on va assez rapidement mettre en place un appel à destination des porteurs de projets. Donc là, l'idée, c'est peut-être de voir comment les centres de ressources scientifiques peuvent se constituer ou peuvent être structurés avec les porteurs de projets. En termes d'éligibilité, ça va dépendre un petit peu aussi du périmètre et des échanges que nous aurons. Quels sont les besoins aujourd'hui, les besoins les plus urgents? Et en fonction des besoins les plus urgents, nous définirons bien entendu les critères d'éligibilité. Mais a priori, on n'a pas aujourd'hui, je dirais qu'on n'a pas d'idées préconçues sur la réponse par un établissement, par un laboratoire, par un chercheur individuel, par une fondation, par une association. On regardera, je pense, au mois de mai avec notre ministère, en fonction de la cartographie, ce qui est le plus urgent à traiter en 2021 et ce qui sera traité donc fin 2021 pour 2022. Au stade de l'AMI, Oui. faut-il avoir déjà pris contact avec les partenaires envisagés? Bah, si vous envisagez quelque chose de collaboratif ou d'associatif au sens large du terme, il est clair que c'est mieux si vous avez des contacts. Mettre dans une intention, je vais faire quelque chose avec Monsieur Martin ou l'établissement ou tel établissement, si vous n'avez pas pris de contact avec cette personne-là, il est toujours délicat de citer ou d'engager les personnes si vous n'avez pas pris contact avec elles.
Donc, je vous engage quand même à avoir pris au moins un premier contact en disant, voilà, voilà l'idée. Est-ce que vous seriez partant pour nous accompagner ou travailler avec nous sur tel et tel sujet? Mais de toute façon, dans les lettres d'intention, on ne va pas chercher à savoir si le projet est bien construit ou finalisé. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir quel va être l'objet, en fait, du futur projet qui serait proposé. Donc, quelles sont la géométrie des projets qui seraient finalement proposés plus tard. Un chercheur, par exemple, chimiste avec son équipe qui a des actions innovantes de médiation, mais pas de recherche en médiation, souhaite développer ces actions. Est-ce éligible? Pour l'AMI, aucun problème, hein. L'idée, c'est vraiment cette cartographie dont nous avons besoin. Donc, s'il y a des initiatives venant, par exemple, de laboratoires, il n'y a pas de problème pour proposer ces initiatives dans le cadre d'une intention. Derrière, je ne vous garantis pas que toutes les intentions pourront être servies dans le premier appel à projet. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir avoir justement ces intentions pour savoir comment on va pouvoir bâtir une feuille de route, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, une feuille de route qui va nous permettre d'aller plus loin, euh, pour aller plus loin dans les futures actions qu'on va mener. Jusqu'à quel montant peut-on monter pour un projet collaboratif et participatif? Alors ça, c'est la grande question. Là, aujourd'hui, donc on consacrera, comme je vous l'ai dit, 1% sur l'ensemble des actions qui concernent la CSTI, la médiation. Il y a un certain nombre d'actions qui sont déjà en cours, hein. Si vous regardez les appels, notamment les appels que nous avons lancés sur le Covid, en fait, il y a déjà un certain nombre d'actions qui sont à destination, en fait, de la société civile. Donc, l'ensemble des actions représentera 1%, ça c'est clair. Par contre, il va y avoir un certain nombre d'autres actions. Là, aujourd'hui, les intentions, c'est aussi de savoir quels sont vos besoins. Est-ce que vous avez des besoins de recrutement de personnel pour justement faire une action? Est-ce que vous avez besoin de pouvoir travailler? Je parlais tout à l'heure du numérique. Est-ce que vous avez besoin d'un certain nombre je dirais, de prestations de services de la part de personnes spécialisées dans on va dire, le- les, je dirais les supports, supports numériques, supports vidéo, etc., etc. Donc tout ça, ça va dépendre un petit peu du besoin. Bon, il est clair aujourd'hui qu'on n'ira pas sur des projets de très grande envergure, de l'ordre de 450 ou 500 000 euros, sauf si ce sont des projets qui pourraient être structurants à l'échelle nationale. Mais on sera plutôt, à mon sens, sur des projets d'une envergure, dans le cadre du premier appel, hein, j'entends, des projets de l'ordre de 50 à 150 000 euros, par exemple. Ça me paraîtrait quelque chose d'assez pertinent et cohérent. Mais je n'ai pas aujourd'hui, je ne peux pas vous donner une réponse précise sur le montant financier. Ça va dépendre aussi un petit peu de ce que vous allez proposer et de ce que nous définirons, hein, comme je le disais, ensemble lors des réunions de restitution et d'échange sur les priorités qu'il y aurait à faire pour favoriser la CSTI et la médiation. Les thématiques semblent très larges aussi. Comment va être constitué le comité d'évaluation scientifique? Alors, ça va être un comité. Alors, juste un point. Que je voudrais préciser. On avait mis dans l'AMI qu'il y allait avoir un comité scientifique qui allait examiner les propositions qui allaient être présentées. Euh, Globalement, on va revenir un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que le comité scientifique donc qui sera constitué d'un certain nombre d'acteurs du ministère, de personnel ANR et d'un certain nombre de représentants de la société civile. On est en train d'y travailler avec le MESRI. Le comité
scientifique va simplement regarder les propositions, les intentions, et rejeter tout ce qui est un peu folklorique, je dirais, hein, pour que, en fait, on reste dans le sérieux de la chose, parce que c'est un sujet sérieux, c'est pas un sujet qu'il faut traiter par-dessus la jambe. Donc, on va surtout regarder le sérieux des choses. Et les réunions, les ateliers, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle d'ateliers de restitution et d'échange, et non pas d'une journée qui va être la restitution et l'échange, où on donnerait la parole uniquement à certains. L'idée, ça va vraiment être de partager avec tous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des ateliers. Malheureusement, la situation sanitaire nous obligera probablement à faire du webinaire, mais on va plutôt être sur des ateliers qu'on va vouloir un petit peu thématiques, hein, en fonction. Alors, quand je parle thématique, c'est pas forcément une thématique scientifique, mais thématique en fonction des objets qui nous seront proposés. Donc pour donner la parole à tous, hein. C'est bien pour ça que sur le transparent, vous voyez, j'ai mis partager avec tous, hein. Donc il est aujourd'hui dans notre intention de partager avec tous et de donner la parole à tous et de ne pas faire une sélection a priori des intentions qui sembleraient à un petit nombre les intentions les plus intéressantes. Donc, on souhaite vraiment ouvrir au plus large public, euh, vous, à d'autres publics qui aujourd'hui n'ont pas pu ou n'ont pas su participer. Donc, c'est ouvrir au maximum pour que ces ateliers de restitution et d'échange permettent de définir, comme je le disais il y a quelques instants, la véritable feuille de route qu'il va nous falloir mettre en place en cohérence avec l'ensemble des acteurs. Donc, il n'y aura pas de sélection a priori, pour répondre de façon courte, il n'y aura pas de sélection a priori des intentions. Ce qu'on souhaite, ça sera donner la parole à tous. En fonction du nombre d'intentions qu'on va recevoir, on bâtira donc avec l'équipe ANR qui a été constituée. Donc, je peux vous citer les noms. Donc, Farida Djellal, qui est responsable scientifique au département SHS, et Armel Chandelier, ainsi que Tristan Lescure. Donc, c'est une petite équipe qui va travailler et puis on essaiera de voir comment on peut bâtir cette cartographie et organiser au mieux un certain nombre d'ateliers. Donc, on vous proposera un programme, je pense, fin avril, un programme qui se déroulera sur la dernière semaine de mai, a priori, avec un certain nombre d'ateliers. Mais je vous rassure, chacun aura la parole, soit sous forme d'une présentation flash, si c'est un projet qui n'a pas une envergure importante, soit sous forme d'une petite présentation courte de quelques minutes si le sujet nécessite, mais vous aurez tous la parole. Donc il n'y aura pas de sélection, hein, si vous voulez avoir une réponse précise à ça, on donnera la parole à tout le monde. Le budget présenté dans l'AMI doit-il être détaillé par poste ou est-il global dans un premier temps? Je dirais que vous pouvez donner un budget global en détaillant peut-être, mais en deux lignes, je dirais, en deux lignes, les postes importants. Si vous voulez, ce que nous, on a besoin de savoir pour pouvoir construire le futur appel à projet, c'est quelles seront les dépenses éligibles. Est-ce que vous avez besoin de personnel? Est-ce que vous avez besoin de moyens audiovisuels? Est-ce que vous avez besoin de moyens numériques? Est-ce que vous avez besoin d'un accès à des bases de données ou de construire des bases de données, etc., etc. Donc, avoir en gros les besoins que vous identifiez en termes financiers nous seront utiles pour définir ensuite le contour de l'appel à projet et le contour financier des futurs projets. Alors, qui peut déposer un projet dans le cadre de l'AMI? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut forcément que ce soit un laboratoire? Est-ce que ça peut être une personne? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions de ce Donc, type-là? oui, alors je Puis, est-ce que n'ai. ça peut être une association, une organisation culturelle? Alors aujourd'hui, dans le cadre de l'AMI, il n'y a de toute façon, là, il faut bien le dire, on ne va pas financer de projet tout de suite. Donc là, il s'agit d'intention, de définir une cartographie, de regarder ce que sont les besoins. Donc
À partir de ce moment-là, tout le monde peut déposer, un chercheur individuel, un établissement, un laboratoire, mais aussi une collectivité, une association, une fondation. Là, aujourd'hui, l'ANR, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'agence de tous les scientifiques de France et de Navarre, mais aussi, et dans ce contexte-là, dans le contexte de la CSTI, c'est aussi le financement potentiel de collectivités, d'associations, de fondations. Donc tout le monde peut déposer. Il n'y a pas d'exclusive aujourd'hui, de l'individuel au collectif. Les ateliers de restitution et d'échange seront aussi probablement le moment de trouver des contacts, de voir le chercheur individuel qui a une idée va peut-être rencontrer lors de ces ateliers d'autres personnes qui ont la même préoccupation ou une idée comparable à la sienne. Dans ce contexte-là, à ce moment-là, les consortiums vont pouvoir se bâtir sur, je dirais, une contribution individuelle pour aller vers le collectif. C'est aussi important de voir comment on peut aller collectivement vers le développement et la promotion de la culture scientifique, technique et industrielle. Donc, Alors, pas d'exclusif. vous disiez de France et de Navarre, et justement, il y a quelqu'un qui me demande, les laboratoires étrangers peuvent-ils participer? Alors, ça, c'est une question. Aujourd'hui, je dirais que l'ANR ne finance pas de laboratoires étrangers. Par contre, vous savez que nous avons pas mal d'actions internationales et nous finançons des consortiums qui sont nationaux et internationaux. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on finance le partenaire français d'un consortium international, étant entendu que si, par exemple, si c'est un laboratoire étranger, nous ne pouvons pas le financer directement, donc il doit trouver des financements dans son pays. Mais il est possible d'impliquer des partenaires étrangers dans le cadre d'un consortium. Ça, je parle pour le futur appel à projet. Pour l'AMI, des contributions de laboratoires étrangers qui ont des contacts ou des liens très forts avec des partenaires ou des acteurs français, ce n'est pas incompatible avec l'AMI. La dimension internationale de la CSTI et la dimension internationale, parce que ce qu'il faut voir, c'est ce que nous pouvons faire et voir aussi dans le concert européen ce qui est bon et ce qui serait bien de faire. Hein, la CSTI ne va pas se résumer à une action franco-française. Donc, des partenaires étrangers peuvent répondre à l'AMI. Par contre, il y aura sûrement des limitations en termes de financement dans le cadre de l'appel à projet, puisque l'ANR ne finance pas de laboratoires étrangers. Mais il pourra y avoir des interactions avec des laboratoires étrangers. Pas de problème de ce côté-là. Excusez-moi, il y a vraiment beaucoup de questions. Euh, Bon, de Beaucoup toute de façon, questions sur... s'il y a des questions, on enregistre, on enregistre le webinaire. Les questions, on va enregistrer évidemment toutes les questions. Si un certain nombre de questions n'ont pas trouvé de réponse dans ce que nous disons aujourd'hui, on fera une sorte de FAQ, si vous voulez, hein, une foire aux questions, qui nous permettra de répondre si on n'avait pas répondu à toutes les questions. Une personne demande s'il vaut mieux se concentrer sur une thématique et un projet unique dans sa lettre, ou bien est-ce que l'on peut faire part de plusieurs idées de projets qui n'ont pas forcément de lien entre eux? Dans ce cas-là, je ferai plutôt plusieurs lettres d'intention, si vous voulez. Essayons, enfin, vous voyez, on aura du mal à tisser des cartographies si on a une lettre d'intention qui donne 5 ou 6 idées différentes. Donc, nous n'avons pas mis de limite à proposer 2, 3, 4 lettres d'intention. Ne proposez quand même pas chacun 20 lettres d'intention, parce que ça va commencer à faire beaucoup peut-être à la fin. Mais si vous avez 2 ou 3 projets innovants, structurants, etc., à ce moment-là, qui n'ont pas forcément de rapport les uns avec les autres, ou qui peuvent être traités de façon indépendante, à ce moment-là, faites 2 ou 3 lettres d'intention, ce qui nous facilitera le travail pour la cartographie en particulier. Quelle est la durée des projets?
Ça, c'est une bonne question auquel je n'ai pas la réponse, effectivement. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas, je vous ai dit, hein, le développement de la culture scientifique et le développement de la médiation scientifique doit se voir dans un temps moyen terme ou long terme, ce qui veut dire que probablement on sera sur une géométrie variable pour les projets. Il est probable, et c'est peut-être, enfin c'est ce qu'on peut prévoir aujourd'hui, que dans le futur appel à projet, on aura probablement des instruments à l'intérieur de cet appel à projet qui seront de nature différente. Il va y avoir des projets qui vont nécessiter un temps court, 12 mois, 18 mois, et puis il y a des projets qui voudront, qui souhaiteront pouvoir s'inscrire dans la durée. Dans ce contexte-là, il faudra peut-être, et ça sera aussi lors je dirais, de la définition de l'arbre des possibles et des réalisables, que nous définirons en fait la géométrie des instruments de financement. Il est possible qu'il y ait plusieurs types d'instruments de financement, certains à destination de structures ou d'établissements, certains à destination du chercheur individuel, et puis d'autres à destination bien de consortiums qui vont allier plusieurs institutions. Je pense en particulier à une collectivité territoriale avec des universités ou des choses comme ça. Donc, sincèrement, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quelle sera la temporalité du projet. Par contre, ce qui est probable, c'est que nous devrons inventer, trouver ou inventer des géométries de projet qui seront adaptées en fait à ce cas particulier. On n'est pas sur le projet scientifique standard là. On n'est pas sur je veux faire un nouveau médicament pour dans 18 mois ou dans 36 mois. On n'est pas dans cette optique-là. Donc là, comme je vous le disais, inscrire la CSTI dans le temps moyen terme ou dans le temps long terme va nécessiter probablement l'adaptation d'un certain nombre de nos instruments et l'invention de quelques instruments de financement. Donc on les définira, je pense, ensemble au mois de mai prochain. Excusez-moi. Euh, Est-ce que l'on peut être plus précis dans la définition de sciences participatives? Bon, sciences participatives, ça va être effectivement, enfin, ce qu'on entend habituellement par sciences participatives, c'est la participation des citoyens, si vous voulez, au domaine scientifique. On est plutôt là-dessus. Euh, je pense, et c'est pour ça que nous avons, enfin, notre PDG a commandé cette mission sur la science participative, parce que, en fait, c'est comme sur beaucoup de sujets. Euh, on est, on est une centaine encore là à l'heure qu'il est. Je pense qu'on pourrait trouver 10 ou 15 définitions différentes de sciences participatives. L'objectif de la science participative, c'est vraiment de renforcer l'esprit critique, la connaissance scientifique de tous les citoyens. Donc c'est vraiment, moi, à mon sens, mais je ne suis pas spécialiste du domaine, hein, je vous ai dit, je suis chimiste, euh, à mon sens, c'est l'implication du citoyen dans la science ou dans la perception de la science. On est plutôt sur cet aspect-là. Mais le rapport et les rapports, hein, puisque je vous ai dit que nous n'étions pas les seuls à travailler là-dessus, devraient nous éclairer un peu plus sur ce qu'on doit entendre par science participative. Je suis désolé, je ne peux pas vraiment répondre à ça parce que pour moi, ce n'est pas encore très clair. Et j'ai lu plusieurs définitions sur sciences participatives. Par contre, dans vos intentions, vous pouvez donc définir ce que vous entendez dans sciences participatives. Quels seront les moyens qui pourront être alloués aux lauréats de l'appel à projet de juin? C'est-à-dire le montant financier finalement de l'appel à projet. Euh, Je pense. ouais, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, je peux
pas vous dire, je pense qu'on sera sur quelques millions d'euros au moins sur ce premier appel. De façon précise, ça va dépendre aussi de la réponse à l'appel à projet. Mais on essaiera de répondre le plus possible à tous les besoins. On sera à hauteur de quelques millions d'euros, je pense. Pourra-t-on participer à la journée de rencontre de fin mai sans avoir déposé d'amis? Oui, bien sûr. Hein, et c'est pour ça que j'avais mis partager avec tous. Hein. Donc, nous ferons une publicité importante. L'objectif, là, aujourd'hui, donc on était un certain nombre. Vous allez être un certain nombre à répondre à l'AMI, sans peut-être avoir un projet qui soit concret ou que vous puissiez écrire. Donc, l'objectif, c'est vraiment, dans ces ateliers de restitution et d'échange, c'est de pouvoir faire partager les propositions, les bonnes initiatives, les bonnes idées à l'ensemble pour pouvoir constituer des consortiums peut-être un peu plus grands ou pour pouvoir embarquer, hein, j'utilise volontairement ce terme, embarquer le plus de monde possible. La CSTI, la médiation scientifique, c'est d'une part, je dirais, l'apanage des acteurs qui sont spécialisés dans la médiation, mais c'est aussi l'affaire de tous. Et donc, il est clair que même si vous n'avez pas répondu à l'AMI, vous pourrez participer en tant qu'auditeur donc, aux ateliers de restitution et d'échange. Est-ce que la demande adressée dans l'AMI doit être une demande de recherche ou bien peut-elle être une demande de moyens pour faire évoluer une activité de culture scientifique de médiation? Ça peut être les deux. Bon, typiquement, bon, l'Agence nationale de la recherche a vocation à financer des projets de recherche, mais on ne va pas faire que de la recherche. On va aussi faire évoluer des moyens de faire de la médiation scientifique. Donc, je pense que, hein, je parlais tout à l'heure du numérique en particulier, il y a peut-être des choses à faire dans le domaine du numérique, mais pas que. Hein, c'est un exemple. L'idée, effectivement, de pouvoir faire évoluer des choses qui sont faites aujourd'hui ou d'améliorer des choses fera partie aussi des objets ou des choses qui font partie de cet arbre des possibles. Quels seront les deadlines des appels à projets pour donner le temps nécessaire aux consortia de se constituer? Alors, typiquement, donc l'appel, si je reprends, donc l'appel à destination des porteurs de projets, donc là, ça sera sur, comme je vous l'ai dit, c'est les porteurs de projets, donc les scientifiques qui sont aujourd'hui dans les laboratoires de recherche, qui sont actuellement financés par l'ANR, auxquels on demandera un certain nombre d'initiatives. Ça sera défini donc la semaine prochaine, et on fera une pré-annonce, je pense, d'ici une quinzaine de jours sur les attendus de cet appel. Donc là, c'est à destination des porteurs de projets. Je pense qu'on leur laissera jusqu'au début septembre pour pouvoir nous faire part de leurs projets de médiation ou de diffusion de la culture scientifique. Donc, à partir des travaux de recherche qui auront été obtenus dans le cadre des projets qui sont financés aujourd'hui à l'ANA. Sur l'appel à projet dédié, donc qui suivra donc la restitution de mai, je pense que donc notre idée c'est de lancer l'appel à projet au mois de juin. Ensuite, bah, évidemment, ça va être la période des vacances. Donc je pense que également on devrait laisser peut-être jusque début septembre, mi-septembre pour que vous puissiez déposer vos projets. Ce qui devrait laisser en gros 3 mois à mon avis, pour la constitution en fait et la rédaction en fait de vos projets en fonction des objectifs qui sont visés. Alors, j'ai plusieurs questions de personnes qui sont embêtées à l'idée de ne cocher qu'une seule case en tant que catégorie de projet et qui demandent l'impact. Est-ce que le choix de la seule case est décisif ou est-ce qu'ils peuvent en cocher éventuellement deux? Alors moi, ce que je vous propose, c'est de mettre une croix principale et puis une croix entre parenthèses pour le deuxième. Ces cases, on les a créées dans l'appel à projet, dans le formulaire que vous devez remplir. On les a créées pour nous aider, nous, à catégoriser un petit peu
les propositions, les intentions qui vont être déposées. Donc c'est plus un outil pour nous pour pouvoir travailler et serrer les choses plutôt que ce soit quelque chose qui soit définitif, hein. Donc, bon, essayez de n'en cocher qu'une, mais si vous devez absolument en cocher deux, pourquoi pas, hein, j'ai pas de souci. Par contre, ne cochez pas toutes les cases, parce que ça va pas nous aider. Alors après, j'ai plein de questions que j'ai envie de regrouper. Ouais. Est-ce qu'il sera possible de développer un tiers-lieu dans le cadre du projet AMI? Est-ce qu'on peut utiliser les fonds pour développer un axe de médiation dans un projet AAP? Est-ce que des personnes, des acteurs dits arts et sciences, tels qu'une compagnie de théâtre, peuvent déposer un projet? Est-ce que le dépôt de projet est ouvert à des enseignants qui souhaitent se former à la culture scientifique? Voilà, Mmh. Alors là, oui, effectivement, il y a plusieurs questions. voilà, Bon, les sur, types de projets. voilà, alors il peut y avoir des projets qui sont destinés à former les enseignants, hein, parce que je viens de vous le dire à l'instant, pour moi, la CSTI, la médiation scientifique, c'est l'affaire de tous. Et on n'est pas tous armés de la même façon pour pouvoir faire cette médiation scientifique. Donc, il peut y avoir effectivement des projets qui visent à développer des aspects de formation, hein, sur les métiers de la formation, de la médiation. Sur des compagnies de théâtre, je dirais pourquoi pas, mais ça va dépendre. L'objectif de l'ANR n'est pas de finalement faire des pièces de théâtre, hein. Mais si ce projet est ambitieux, je vous rappelle par exemple que nous travaillons beaucoup, on travaille au niveau de l'ANR, nous participons au Festival d'Avignon tous les ans avec les rencontres recherche et création, où nous montrons qu'il y a un lien très fort entre la recherche, l'art et la création. Donc, constituer des consortiums qui impliqueraient des troupes de théâtre, pourquoi pas, hein, à partir du moment où à ce moment-là, le théâtre deviendrait l'objet de recherche ou l'objet de médiation, hein, ou l'outil de médiation plutôt, hein, l'objet de recherche ou l'outil de médiation. Donc oui, c'est tout à fait envisageable, hein. Il y a pas de souci de ce côté-là. Il y avait trois volets, je crois, à la question, Charlotte. Il y avait également, est-il possible de créer un tiers-lieu dédié à la médiation dans le cadre de cette AMI? Alors, bon, je dirais que c'est des propositions que vous pouvez faire. Cependant, les tiers-lieux dédiés à la médiation, je pense que ça serait plutôt la vocation des établissements. Donc, quand je parle d'établissements, c'est universités, organismes de recherche, etc. Je pense que c'est plutôt leur vocation, leur mission, hein, aussi, hein. Je rappelle que l'université a cette mission de développer la CSTI. Donc, tellement l'objet de l'ANR, on ne pourra pas, si vous développez un tiers-lieu pour faire de la médiation, à la limite, on pourrait, pourquoi pas, financer, je dirais, sa mise en place. Par contre, il faudra bien quelqu'un derrière qui assure le maintien de ce tiers-lieu. Et dans ce contexte-là, l'ANR ne serait pas d'une grande aide, puisqu'on ne pourrait pas financer un tiers-lieu pendant 10 ou 15 ans, hein. Donc, je pense que ça serait plutôt de la responsabilité des établissements ou des organismes. Si on prévoit de déposer un projet JCJC, est-ce qu'il est recommandé de ne pas déposer un projet dans le cadre de cet appel? Non, Ou ça bien sera totalement. Oui, c'est une bonne question. Si vous êtes chercheur ou scientifique qui avait déposé un projet dans le cadre de l'appel à projet générique, etc., ça n'a rien à voir, hein. Enfin, ça a à voir, mais ça n'a rien à voir avec les projets scientifiques que nous finançons. Cette action de CSTI, et la loi le dit bien, c'est quelque chose qui a été rajouté. Le législateur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a bien fait de rajouter ça, à mon sens, hein.
pour bien montrer que la science doit avoir des impacts, et des impacts en termes de culture et en termes de médiation. Et donc, dans ce contexte-là, il n'y aura pas d'exclusion. Vous avez déposé un JCJC, vous avez des idées de médiation pour les travaux de recherche que vous menez actuellement ou que vous allez obtenir dans quelques temps. Il n'y a pas de problème. Ça sera totalement déconnecté des appels à projets classiques de l'ANR. La question a déjà été posée, mais on me la repose encore. Le porteur de projet n'est pas forcément un chercheur académique, ça peut être une association, ça peut être... Pour l'instant, sur l'AMI, c'est-à-dire sur les intentions, il n'y a pas de problème pour que quelqu'un qui est intéressé par une action de médiation ou de développement de la culture scientifique dépose une lettre d'intention. Il est par contre plus que probable, puisque l'ANR finance en fait les structures de recherche françaises, il est plus que probable que dans le cadre des futurs appels à projets que nous allons lancer, il y ait la nécessité de mettre en place des consortiums qui vont allier des personnes de la société civile, des associations, des fondations, etc., avec des structures de recherche ou des établissements de recherche. Mais on définira ça en fonction aussi des besoins et des attentes que vous allez exprimer. Très bien. Pardonnez-moi, il y a beaucoup de questions, mais Oui, je me doute. Hein. je je ne sais pas si on a répondu dans l'ensemble à tous. Parce que, alors, certains avaient relevé la contradiction parce que dans le texte de l'AMI, il y a marqué que la coordination du futur projet doit être assurée par un chercheur ou une Oui, chercheuse du domaine académique. oui, c'est ce que je vous disais à l'instant. Il est probable que dans le futur appel à projet, on obligera probablement à ce qu'il y ait un établissement public de recherche. Mais je vous rappelle que la définition d'établissement de recherche aujourd'hui, c'est aussi, si je reprends, c'est établissement ou organisme de recherche et de diffusion de la connaissance. Donc, en fait, si vous voulez, et diffusion de la connaissance nous permet de pouvoir financer un certain nombre de structures que sont les associations ou que sont les fondations. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, hein, puisqu'on parle bien d'établissements ou d'organismes de recherche et de diffusion de la connaissance. Bon, on verra en fonction des intentions, des consortiums qui sont en train de se créer, quelle est la nécessité de pouvoir financer, on prenait l'exemple tout à l'heure, une troupe de théâtre qui est totalement associative, sans objet de recherche. Ça, je pense qu'on sera plutôt à avoir ce besoin que ce type de structure soit rattaché à un projet qui est porté ou qui est coordonné par un acteur de la recherche publique et Euh, de diffusion de la connaissance. alors, une question, mais elle est très brève et je ne suis pas sûre de bien la comprendre. Est-ce que le financement de l'appel à projet sera rétroactif? Ah non, ça, c'est pas possible, ça. C'est-à-dire qu'on va lancer l'appel à projet. Derrière, ça financera un certain nombre de choses. Donc, quand on lance un appel à projet, ensuite, il y a un processus d'évaluation de sélection que vous pouvez voir sur notre site internet, avec une évaluation de sélection qui est certifiée. Hein, et on fera bien entendu appel, dans le cadre des comités d'évaluation que nous mettrons en œuvre, on fera appel, bien sûr, à des acteurs de la médiation pour nous accompagner dans la sélection de ces projets. Mais lorsqu'on sélectionne un projet pour financement, derrière, il y a une date d'éligibilité des dépenses qui ne peut pas être antérieure à la date de la convention ou de l'accord de la décision unilatérale de financement. Donc, typiquement, par rapport au calendrier que je vous donnais tout à l'heure, un appel à projet lancé en juin, une date limite de dépôt qui serait tout début septembre, euh, des comités qui se réunissent en fin septembre au mois d'octobre.
un financement serait par exemple au 1er novembre 2020. Donc, éligibilité des dépenses au 1er novembre 2020. Ensuite, lorsqu'un projet est proposé pour 18 mois, donc l'éligibilité des dépenses commence le jour de la convention et finit au bout des 18 mois, sauf acceptation d'une demande de prolongation. Donc, qui doit être faite par notre site internet auprès des chargés de projet scientifique de l'agence. Euh, alors, en fait, plusieurs fois, on m'a dit que les questions que vous aviez mis ici sur la dernière slide étaient les bonnes. Est-ce qu'on peut rapidement les balayer pour conclure peut-être? Oui, voilà, d'accord. Ben, écoutez, on va repartir ça. Oui, alors les questions que j'ai posées, enfin que j'ai mis là, en fait, finalement, étaient des questions qui m'ont été posées depuis 15 jours ou 3 semaines, auxquelles j'ai essayé de répondre. Si vous avez posé une question et que je ne vous ai pas répondu, c'est probablement parce que votre courriel est arrivé à un moment où je ne devais pas être disponible, et puis ensuite j'ai peut-être oublié. Donc, je profite, si jamais vous avez une question supplémentaire, n'hésitez pas à me renvoyer la question. On essaiera donc avec mes collègues Armel, Tristan et Farida d'y répondre le plus vite possible pour que vous puissiez répondre avant le 30 mars. Donc, qui peut répondre à l'AMI? Tout le monde. C'est presque, je dirais, simple, hein. C'est tout le monde, un individu, un laboratoire, un établissement, une fondation, une association, et on l'a dit tout à l'heure, pourquoi pas une troupe de théâtre ou une structure apparentée, hein, mais l'objectif, c'est vraiment de faire donc la cartographie générale de ce que sera demain la CSTI, la médiation. Donc, tout le monde peut répondre. Le futur appel à projet. Donc, je vous ai donné un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, son contour n'est pas totalement défini. Il est probable qu'il ciblera un certain nombre d'actions spécifiques qu'on considérera comme importantes à mettre en œuvre rapidement. Derrière, il sera de toute façon suivi par d'autres appels à projets, donc qui aborderont des champs qui n'auront pas été forcément abordés dans le premier. L'éligibilité. L'éligibilité, comme je vous le disais il y a quelques instants, probablement il y aura la nécessité d'avoir une structure éligible au financement de l'ANR, c'est-à-dire un établissement ou un organisme de recherche et de diffusion des connaissances. Ça n'exclut pas la participation d'un certain nombre d'acteurs de la société civile ou de citoyens, etc. Mais il faudra que le consortium probablement soit porté par un établissement ou un organisme de recherche ou de diffusion de la connaissance. Donc typiquement des universités, les EPST classiques, CNRS, INSERM, ça peut être des associations hein, qui ont comme objectif de faire de la recherche, etc. Probablement qu'il y aura cette restriction-là, mais peut-être pas, mais il est plus que probable qu'il y ait cette restriction. La nature des futurs projets. Aujourd'hui, l'ANR est très attaché aux projets collaboratifs, aux projets qui, comme je le disais tout à l'heure, permet de résoudre cette équation qui fait hurler les mathématiciens 1 plus 1 égale 3. Donc l'idée est de voir comment on peut structurer, fédérer, euh, avoir des projets innovants qui permettent d'embarquer un certain nombre d'acteurs et de faire de cette promotion de la culture scientifique et de la médiation un véritable objet, et en particulier un objet d'étude qui permettra d'être au profit de tous. Individuel ou collectif, je viens d'y répondre. Sur l'AMI, pas de problème pour avoir de l'individuel, mais probablement dans le futur appel à projet, du collectif, au moins de l'associatif, hein, et j'utilise le terme associatif pour montrer que les associations, les collectivités, les fondations pourront être associées à des projets de recherche. Le financement, on a abordé tout à l'heure quelques éléments. Je pense que au moins sur le premier appel à projet, qui sera un appel d'initiation, si vous voulez, hein, sur la politique qu'entend mener l'ANR, on sera plutôt sur des projets de l'ordre de 50 à 150 kg euros maximum.
Les publics ciblés, enfin, les publics ciblés, bah, ça c'est la bonne question, hein. C'est vous souhaitez développer de la culture scientifique, technique et industrielle, vous souhaitez faire de la médiation. Quels sont les publics que vous ciblez? Est-ce que ce sont euh, les citoyens qui posent des questions à BFM TV ou à CNews? Est-ce que ce sont les citoyens qui vont manifester dans tel ou tel événement? Est-ce que ce sont les primaires, les secondaires, les enfants en bas âge, entre guillemets, hein, les adolescents? Est-ce que ce sont vos étudiants demain qui sont ciblés pour pouvoir devenir des acteurs de la culture scientifique ou des médiateurs? Est-ce que ce sont les enseignants qui aujourd'hui ont à mettre en place des actions de médiation? Eh bien, tout ça, ce sont théoriquement tous les publics que l'on peut cibler. Et les actions qui seront définies dans le cadre de l'appel à projet pourront cibler spécifiquement peut-être un domaine particulier. En fonction des réponses que nous aurons et en fonction aussi des discussions que nous aurons avec notre ministère, on ciblera peut-être les actions à mener en premier, avec peut-être une gradation dans cela, pour aller finalement peut-être vers les sciences participatives in fine. Si je définis de façon extrêmement simple et comme un béotien, la science participative comme étant la participation de citoyens donc au domaine scientifique. Voilà. Justement, Si... Oui. j'ai une personne qui demande des précisions sur ce qu'on entend par public éloigné. Puisqu'en fait, c'est un terme qui est intégré dans une thématique sur les solutions innovantes qui doivent s'adresser à des publics éloignés. Est-ce que ça veut dire éloigné Éloigné du domaine de la science, peut-être, hein, je pense. On a mis ça dans l'appel à projet, non? Il semble que ce soit dans la thématique solutions Ah non, innovantes. des publics scolaires éloignés, ah oui, ou en situation de handicap. Oui. Ça, je vous avoue que c'est pas une phrase de mon cru. Euh, Précision à Enfin, venir. enfin, bon, moi, à mon sens, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il faut s'adresser à tous les publics, c'est-à-dire pas simplement faire de la médiation quand on fait un cours de sciences naturelles au collège ou au lycée. L'idée, c'est de penser qu'un certain nombre de publics, en particulier scolaires, hein, ne sont pas forcément dans un schéma standard. Donc, il y a des publics qui ne sont pas dans des schémas standards, des publics aussi qui peuvent, et c'est probablement la situation de handicap revient à ça, et ça me rappelle que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut éviter les biais et les discriminations, et donc c'est aussi important, c'est la dimension éthique que j'ai essayé de développer dans mon intervention initiale. L'idée, c'est de faire de la médiation scientifique, mais pas pour uniquement des personnes averties. Et donc, éloigné, ça veut dire probablement des personnes qui habituellement considèrent que la science, bah, ils vont rien y comprendre, donc que c'est peut-être pas la peine qu'ils s'y intéressent. Et je pense que ça serait une erreur de dire la médiation doit être restreinte aux initiés. Donc, dans ce contexte-là, le développement de la culture scientifique, technique et industrielle, la médiation scientifique, doit s'adresser au plus grand nombre et aussi aux personnes qui pensent que c'est pas pour eux. Donc, On c'est a plein de peut-être ça. personnes qui nous Oui, répondent, dont une personne du ministère qui dit public éloigné pour des raisons sociales ou géographiques, éducation prioritaire, oui, ruralité, voilà. personnes empêchées sous la main de la justice, prison, personnes en situation de handicap, habitants de zones blanches. Voilà, plein de Voilà, définitions. voilà. Tout le monde. Finalement, voilà, il faut que ça s'adresse à tout le monde. Si je, hein, si je dis, si je redis les choses simplement. Donc, l'appel a émis pour tout le monde. Le futur appel à projet, en fonction des attentes et des besoins qui seront identifiés et que nous identifierons ensemble, donc fin mai. Et puis, pourquoi la CSTI? Pourquoi la médiation scientifique? Eh bien, pour toucher le plus grand nombre.
et finalement réconcilier science, société, et si possible, science, société et politique. Voilà presque le mot de la fin. Parfait. Est-ce qu'on s'arrête là? On va s'arrêter là, je pense, aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires auxquelles on n'aurait pas répondu, nous essaierons de répondre par mail s'il y avait des questions qui n'ont pas été abordées aujourd'hui. Très bien. L'enregistrement et les slides seront déposés sur le site internet de l'ANR très prochainement. Je ne peux pas donner de délai, mais vraiment, Ouais. si on Voilà, le fait en fin de semaine ou début de semaine prochaine, oui, au plus tard lundi, on voilà, essaiera qu'au plus tard lundi, l'enregistrement et les diapos soient mises sur notre site internet à la page pour l'instant de l'AMI. Voilà. parfait. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci Charlotte pour ton aide. Et merci donc à tout le monde. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y avait des besoins ou des informations complémentaires à recevoir. À bientôt, bon appétit. Au revoir.